Mais, à mon avis, elle ne peut être dissociée, cette question de la fonction publique est-elle indispensable. Parce qu'au fond, les fonctionnaires, dont je suis, dont certains sont avant tout là pour mettre en œuvre et accomplir des missions d'intérêt général pour le compte de toute la population. Donc moi, la première question, à la limite à laquelle j'ai envie qu'on réponde, c'est est-ce que c'est la fonction publique qui est indispensable? Et à cette question-là, la fonction publique est indispensable, ou plus largement d'ailleurs, les services publics sont indispensables, même si dans le débat, on pourra peut-être creuser la différence qu'il peut y avoir entre la fonction publique et les services publics. Je réponds oui, sans ambiguïté pour la CGT. Parce que, pour la réponse aux besoins fondamentaux, pour les réponses au progrès social, pour l'égalité de traitement de tous les citoyens, moi je crois qu'on n'a rien trouvé mieux que la fonction publique et les services publics. J'ajoute également, parce que là j'enfonce peut-être des portes ouvertes, encore que les libéraux nous disent le contraire aujourd'hui, mais j'ajoute également que lorsqu'on regarde, en matière de développement économique et industriel, l'apport des services publics, c'est un vecteur irremplaçable. D'ailleurs, ceux qui nous attaquent, et je pense à un certain nombre de capitalistes, de grandes entreprises étrangères et tout, savent qu'ils peuvent investir en France parce qu'ils trouveront à leur disposition d'ailleurs un certain nombre de services publics qui les aident de manière irremplaçable, etc. Déjà, la France est encore aujourd'hui, je crois, le deuxième ou le troisième ou quatrième pays à accueillir les investissements étrangers de ce point de vue-là. Donc, un certain nombre de ceux qui sont souvent dans le camp d'en face ne se trompent pas quant à leur intérêt sur l'intérêt et la fonction irremplaçable des services publics. Le privé, justement, la plupart du temps, il fait moins bien, il fait plus cher, et il agit de manière inéquitable. Ce ne sont pas moins, quand même, de 250 000 à 300 000 emplois qui auront été supprimés de 2003 à 2012 si on continue au rythme actuel. On n'est plus dans l'anecdotique, et là on attaque carrément l'os des services publics et de la fonction publique avec une telle. Et ça a des conséquences aujourd'hui dramatiques. Dramatiques sur les conditions de travail des agents, parce qu'on ne peut pas penser que dans ces conditions-là, en faisant du travail parfois à 50% d'effectifs en moins, etc., on ne peut pas avoir une dégradation terrible des conditions de travail. Mais il y a aussi des conséquences aussi fortes sur la qualité du service public rendu. Parce que comment rendre une qualité de service public toujours meilleure, toujours développée, toujours plus en phase avec les intérêts de la population, dès lors qu'on est beaucoup moins à pouvoir le rendre. Et le bout de la logique, c'est que par ailleurs, on va nous dire demain que les services publics rendent moins bien la qualité de service public, et donc pourquoi ne pas passer ça au privé, puisque, etc. Parce que, vous voyez, il y a toute une logique dans ce mécanisme. Bon, on nous dit les fonctionnaires ça coûte trop cher. Un des grands arguments c'est les déficits publics, les fonctionnaires c'est une variable macroéconomique d'ajustement. Je veux simplement dire des chiffres qui ne sont pas souvent dits. De 2000 à 2009, l'ensemble des salaires, des primes, des pensions, toutes les retraites de tous les agents de la fonction publique, qu'ils soient à l'État, à l'hôpital ou à la territoriale, c'est 0,8 points de PIB en moins. 0,8 points de PIB, je rappelle quand même que c'est à peu près 15 milliards d'euros. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les fonctionnaires coûtent toujours plus cher, c'est absolument faux dès lors qu'on se rapporte aux richesses créées, et la CGT souhaite qu'on se rapporte aux richesses créées, parce que les fonctionnaires, et la fonction publique d'ailleurs, ça participe à la croissance des richesses créées. De 86 à 2009, je ne vais pas vous donner trop de chiffres parce que c'est emmerdant, mais l'ensemble des emplois de la fonction publique est passé de 16,6% de la population active à 17,5%. Autrement dit, la progression dans la part de la population active des agents de la fonction publique est vraiment très faible. Elle se joue sur epsilon. Et je veux indiquer ici que cette progression est due uniquement à l'accroissement des emplois dans la territoriale. Et quand on regarde la territoriale, le phénomène d'accroissement des emplois est pour 70%, plus des 2/3, dû aux emplois supplémentaires mis à disposition de l'intercommunalité. Et enfin, juste un mot aussi sur l'international. Que nous dit-on? La France est complètement au-delà des normes de l'international. Il n'y a qu'en France qu'on est, pour reprendre l'expression d'un camarade de RMC, soviétoïde, etc. etc. C'est un journaliste, mais Jacques Cotin en parlera mieux que moi. Simplement, moi je veux simplement rappeler des choses qui n'ont pas été là publiées par la CGT, mais par le Centre d'analyse stratégique, qui est l'ancien commissariat au plan que Sarkozy a justement viré. Une étude publiée en 2008 montre que sur 11 pays, l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni, la Suède, les États-Unis, la Belgique, l'Italie, le Canada, les Pays-Bas, le Japon et la Nouvelle-Zélande, les pays développés, pointent au contraire des éléments instructifs. Ces 11 pays qui avaient tous effectué effectivement des compressions d'effectifs de manière massive dans leurs administrations dans la première décennie des années 80, eh bien, tous ces pays, sauf l'Allemagne, ont aujourd'hui plus d'agents dans l'administration qu'ils n'en avaient avant leur suppression d'emploi. Autrement dit, ce qu'on nous dit
sur ces suppressions d'emplois ailleurs dans les pays développés que la France est une... C'est archi faux. La seule différence sur laquelle on pourra s'arrêter, c'est le fait qu'en France, il y a un statut des fonctionnaires acquis de la libération qui n'existe pas la plupart du temps dans un certain nombre de pays. Et je rappelle aussi, et c'est cette étude qui le rappelle, que le taux d'administration de la France est certes dans la moyenne haute, mais uniquement dans la moyenne des pays développés, avec 93 emplois pour 1000 habitants, proche du Royaume-Uni, mais en deçà du Canada et près de 2 fois inférieur au Danemark. Donc, tout ça pour dire que les arguments dont on nous rebat les oreilles à longueur de temps, etc., et les anciennes que nous tiennent nos libéraux, ne tiennent pas la route lorsqu'on les regarde de manière un peu objective. Donc il y a quand même ceux qui nous disent que les dépenses publiques sont un frein à la croissance, ne tiennent pas compte des chiffres réels. Par ailleurs, je rappelle que la dépense des administrations en France représente 1/4 de la croissance annuelle. C'est-à-dire que ce que dépensent les administrations, ça participe pour 1/4 de la croissance, la moitié venant de la consommation des ménages. Vous voyez ce qui reste pour les capitalistes et les intérêts, etc. Deux, moi je crois qu'il faut aussi tordre le cou au problème du taux de prélèvement obligatoire. On n'arrête pas de nous dire le taux de prélèvement obligatoire en France est insupportable. Mais moi je dis que non. Je dis d'ailleurs que la notion même de prélèvement obligatoire est une fumisterie, une tarte à la crème. Moi je suis pour des prélèvements obligatoires, même à 80% s'il le faut, parce que pour moi les prélèvements obligatoires c'est en fait des dépenses socialisées. C'est ça la vérité. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni, la Hollande, si au Royaume-Uni et en Hollande, par exemple, leurs dépenses de retraite ou de santé étaient prises en charge de la même façon que nous par des organismes de sécurité sociale et par donc le salaire socialisé, on s'apercevrait que ces pays ont des taux de prélèvement obligatoire supérieurs à la France. Et donc le taux de prélèvement obligatoire, c'est simplement qu'est-ce qui est pris en charge par la socialisation des moyens, etc. Et donc c'est ça le vrai débat qu'il faut avoir. Est-ce qu'on croit qu'aux États-Unis, qui dépensent plus que nous par ailleurs en matière de santé, il y a plus de dépenses de santé aux États-Unis par rapport au PIB qu'en France. Simplement, la grande différence, c'est qu'aux États-Unis, on se soigne selon qu'on est riche ou qu'on est pauvre, qu'il n'y a pas de... C'est ça les différences. Et c'est ça, à mon avis, le vrai débat de société sur la notion de prélèvement obligatoire. Et puis, je ne vais pas être très long, je crois aussi qu'il faut se poser la nécessité d'une réforme fiscale de fond, une véritable réforme fiscale, productrice d'équité, qui est aujourd'hui indispensable, possible et incontournable. Et j'ajoute qu'il faut aussi se poser la question du statut. Parce qu'une des grandes différences avec les autres pays, c'est qu'en France, il y a un statut des fonctionnaires. Et moi, je crois qu'il faut qu'on prenne en compte le fait que le statut des fonctionnaires, avant tout, et les droits des agents de la fonction publique, c'est pas pour les agents de la fonction publique que c'est important. On s'en fout à la limite. Moi, je suis pas là pour défendre des précarés, même si bien sûr mon job, c'est de défendre les intérêts des salariés que j'en présente. Mais l'intérêt et l'importance du statut des fonctionnaires, c'est que c'est avant tout une garantie pour les citoyens. C'est pour ça qu'il est créé, c'est pour ça qu'il est fondamentalement aujourd'hui encore novateur. Parce que un agent de la fonction publique qui a des droits, c'est un agent qui peut accomplir ses missions de manière impartiale et neutre et qui n'est pas en voûte ou en but aux pressions clientélaires, discriminatoires et qui peut se poser éventuellement à des ordres manifestement illégaux, etc., etc.